Comme des millions de personnes sur Terre, il y a un geste que je fais tous les jours, sans même y penser. Jeter. Toute la journée, j'ouvre la poubelle, je jette et j'oublie. Enfant, je me rappelle, il n'y avait qu'une poubelle et on y mettait tout. À l'époque, on ne se préoccupait pas de savoir où allaient les ordures, ni de ce qu'on en faisait. On jetait. Ça finissait enterré dans une décharge ou incinéré. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a le recyclage. Comme beaucoup de Français, devant mes 3 poubelles, je prends le temps de trier. Enfin, j'essaie. Les ordures ménagères, c'est la poubelle verte. La jaune, c'est pour les emballages. Et puis, il y a le bac du verre. Mais en réalité, tout n'est pas si simple. Ça peut vite devenir un véritable casse-tête. Le plastique, j'en fais quoi? Et ça, recyclable ou pas? Alors j'ai décidé d'enquêter. Je me suis rendu compte d'une chose. La France est une sacrée mauvaise élève. On ne recycle que 39% de nos déchets contre 60% pour nos voisins allemands et autrichiens. Le recyclage est un monde opaque, une filière peu contrôlée. C'est un business complexe dans lequel certains industriels s'engouffrent à la légère. Le drame, c'est que là où on devrait prendre encore plus de précautions, on en prend 1000 fois moins. Pourtant, tout part d'une bonne intention. Limiter la pollution, préserver nos ressources naturelles. L'aberration, c'est que cette filière du recyclage est parfois un désastre pour l'environnement. C'est fou tout ce qu'il y a. Du verre cassé, il reste les écrans d'ordinateur. Encore là-bas, c'est éventré. Si ça prend feu, c'est impossible à éteindre et ça peut polluer toute une région sur plusieurs dizaines de kilomètres. Pire, les ratés du recyclage peuvent être un poison pour l'homme. On avait constamment ce goût métallique dans la bouche. Tout le temps. Mal de crâne, vertige, saignement de nez. Tout le temps fatigué. Bienvenue au Far West du recyclage. La première filière du recyclage est née il y a plus de 20 ans, c'est celle des emballages. Son emblème, c'est ce petit point vert. Et on le voit partout, même à la télé. C'est cela, l'effet papillon. Éco-emballage, le petit point vert aux grands effets. On nous le promet, le recyclage va sauver la planète. Et pourquoi faire? Pour être recyclé, pardi! Mais en réalité, cette filière est loin d'être exemplaire. Premier problème, le point vert justement. Personne ne comprend vraiment ce qu'il veut dire. Pour vous, le point vert, ça veut dire quoi? C'est recyclable. Le point vert, c'est pour le tri sélectif, je suppose. Pensez au tri. Quand c'est recyclable, faut trier. Que donc il faut le mettre dans la poubelle jaune. Dans la poubelle jaune. C'est ce que vous faites? Oui. Avec tous les points verts? Ah oui. Eh bien non, pas du tout. Aussi étrange que cela paraisse, ces produits-là ne seront pas forcément recyclés. Le point vert, ça veut juste dire que des industriels ont mis la main au porte-monnaie. En 1991, Brice Lalonde, alors ministre de l'Environnement, lance avec une poignée de grands patrons la première filière de recyclage. Éco-emballage. A priori, le principe est simple. Ceux qui produisent des déchets paieront pour les recycler. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que les industriels, enfin, acceptent de payer. Ils disent, ok, c'est vrai, c'est nous qui mettons les emballages sur le marché, et bien nous allons payer pour les récupérer. Bon, en réalité, c'est surtout le consommateur qui paie. Quand nous achetons un emballage, une partie du prix que nous payons, environ 1 centime d'euro,
est reversé par les industriels à Éco-emballage. Ensuite, Éco-emballage redistribue cet argent aux collectivités locales afin de les aider à financer le recyclage de ces déchets. Ça veut dire ça, le point vert. Pas que les produits seront recyclés. Ce malentendu autour de ce logo exaspère Nicolas Garnier. Il est à la tête d'une association qui regroupe la moitié des collectivités françaises. Ce qui le révolte, c'est que dans ce rayon, à peine 20% des emballages se recyclent, alors qu'ils ont tous un point vert. Cet emballage-là est en carton, il se recycle. Par contre, quand on rentre à l'intérieur, alors là c'est plus compliqué. Ni l'opercule, ni le pot de yaourt ne se recycle aujourd'hui. Ces pots termineront effectivement dans la poubelle du non recyclable. Et sur qui ça retombe? Le consommateur. Ça crée une confusion qui coûte très cher. Ce pot ne se recyclera pas. Il va donc être financé, il va donc partir vers un centre d'enfouissement ou un centre d'incinération avec valorisation énergétique généralement, qui sera payé par qui? Par les impôts locaux. Donc ça veut dire que le consommateur va payer 2 fois. Une fois parce qu'il paye le point vert et une deuxième fois sur sa feuille d'impôt parce que ce produit ne se recycle pas. Ça pose quand même question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, côté emballage, voilà ce qui se recycle. Le verre, le carton, les canettes, les conserves, les tétrabriques et dans le plastique, seulement les bouteilles. Alors, pour rendre les choses plus claires, Nicolas Garnier a lancé un autre logo, le Triman. Il n'apparaîtrait que sur les emballages réellement recyclés. D'ailleurs, certains industriels l'ont déjà adopté. Quand vous voyez ce logo, ça veut dire que vous le mettez dans la poubelle du recyclage, ça veut dire que vous pouvez acheter ce produit, il aura une deuxième vie. Soudain coup, les masques tombent, les gens vont comprendre tout ce qui ne se recycle pas. Depuis 5 ans, Nicolas Garnier se bat pour que la loi impose aux industriels de mettre ce logo sur leurs emballages, sans grand succès. Car Triman fait de la concurrence au point vert. Et ça ne plaît pas à Éco-emballage. Nous sommes donc allés rencontrer son directeur, Éric Braque de la Perrière, avec une question. Est-ce que cette confusion autour du point vert, elle vous arrange pas un petit peu aussi? Parce que c'est une très bonne image, le point vert de produits recyclables. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Moi, ce qui m'arrange, c'est quand les gens comprennent comment il faut trier les emballages. Pour lancer le Triman, il va falloir dépenser des dizaines de millions d'euros. Moi, je préfère investir moins sur quelque chose qui doit être amélioré, plutôt que de recréer quelque chose dont on ne connaît absolument pas les résultats et qui, pour l'instant, n'est pas connu du grand public. Et si Éric Braque de la Perrière ne voit pas d'un très bon œil l'avènement du Triman, c'est peut-être parce qu'en fait, Éco-emballage est tenu par les industriels. Ceux-là même qui polluent. Revenons en arrière. En 1991, Éco-emballage a certes été lancé par le ministre de l'Environnement, mais ce sont en fait 2 industriels qui l'ont créé. Jean-Louis Beffa, patron de Saint-Gobain, et Antoine Riboud, PDG de Danone. Ils placent à la tête d'Éco-emballage de grands groupes comme Nestlé, Fleury-Michon ou Carrefour. Et c'est bien là tout le problème, selon Olivier Guichardaz, journaliste spécialisé dans les déchets. La vraie logique d'Éco-emballage, c'est de limiter les coûts. Parce que plus le recyclage marche, plus ils sont obligés de verser le soutien aux collectivités locales, et donc plus ils sont obligés de demander de l'argent aux industriels qui sont leurs actionnaires. Et depuis 20 ans, ils sont debout sur le frein, avec toutes les manœuvres possibles et imaginables pour faire en sorte que ça leur coûte le moins cher possible. En fait, l'argent que donne Éco-emballage aux collectivités est calculé au poids. Concrètement, plus la ville collecte et trie de déchets, plus Éco-emballage paye. Mais Éco-emballage aurait trouvé des moyens pour débourser moins. Par exemple, en ne prenant pas en compte le poids des salissures sur les emballages, soit 10% du poids total. Un déchet, c'est forcément un peu sale. Au fond, la bouteille, il reste un peu d'eau. Éco-emballage dit, mais attendez, nous, on prend en charge les emballages, on ne prend pas en charge
le reste d'eau qu'il y a dans la bouteille, le reste de yaourt dans le pot de yaourt. Donc ça, Ecoemballage dit, non, moi je paye pas. Ils déduisent. Ils déduisent, tout simplement. Ecoemballage déduit. Et donc c'est un coût qui reste à la charge des collectivités. Mais les collectivités, elles ne peuvent pas assécher la bouteille avant de la collecter. Elles ne peuvent pas nettoyer le pot de yaourt avant de le collecter, avant de le trier, quand il est trié, etc. Donc c'est absurde. Un tour de passe-passe qui leur permettrait d'économiser chaque année près de 60 millions d'euros. Au final, selon des associations de collectivités, Ecoemballage ne financerait que 55% des dépenses des villes pour le traitement des emballages, au lieu des 80% prévus. Et cet argent non redistribué, c'est une jolie cagnotte qu'Ecoemballage peut faire fructifier. En 2008, l'État découvre que l'organisme a placé 60 millions d'euros sur des fonds à risque aux îles Caïmans. Un placement qui scandalise le ministre de l'écologie de l'époque, Jean-Louis Borloo. Je n'accepte pas que 60 millions d'euros destinés aux collectivités locales soient placés dans un paradis fiscal. Voilà. Ce qui me scandalise dans cette affaire-là, c'est que Ecoemballage s'est permis de placer cet argent, que moi j'appelle de l'argent assimilé public, sur des placements très risqués, et on a perdu une partie. Or cet argent, peu ou prou, il est quand même payé par les consommateurs. Donc nous autres consommateurs, nous avons été floués de 30 millions d'euros. À l'époque, la direction d'Ecoemballage a été limogée. Une enquête judiciaire est en cours depuis 2011 pour détournement de fonds. Un coup dur pour cette entreprise qui se voulait un modèle en matière de recyclage. En France, tous les emballages censés être recyclés sont jetés dans la poubelle jaune. Le problème, c'est que souvent, nous trions mal. Et ça a des conséquences sur l'ensemble de la filière. Suivons cette poubelle pour voir. Une fois ramassés, nos déchets partent pour une longue aventure. Ils atterrissent d'abord ici, quelques kilomètres plus loin, dans ce centre de tri. C'est là que sont déversées toutes les poubelles jaunes de la région. Nous sommes au Blanc-Ménil, près de Paris, chez Paprec, le leader du recyclage en France. Émilie Lacroix est la directrice du site. Chaque jour, elle récupère plus de 150 tonnes de déchets et déplore nos erreurs de tri. Ça aussi, ça n'a rien à faire là. C'est vous qui le triez. Et c'est nous qui le trions, oui. Donc c'est du travail pour finalement finir dans un incinérateur. 20% de ces déchets ne pourront pas être recyclés. Cette bouteille de jus d'orange, par exemple, aurait dû être vidée. Elle est encore à moitié pleine. Elle risque de s'éclater sur le tapis. Le jus de fruits va se répandre sur les papiers, sur les cartons. Derrière ça, le papetier va trouver des papiers contaminés ou des cartons contaminés à l'entrée de l'usine. Donc le recyclage est mis en péril, oui. C'est cette immense machine qui trie les déchets par catégorie. Carton, plastique. 8 lecteurs optiques et 90 tapis traitent 15 tonnes à l'heure. Le parcours du déchet ne dure que 7 minutes. Et en bout de course, ce sont des hommes qui trient à la main. Les opérateurs de surtri vont en fait pallier aux dernières erreurs ou derniers loupés des machines de tri optique. On aura toujours besoin d'opérateurs de tri sur des lignes aussi modernisées soient-elles, tant que les usagers font des erreurs, évidemment. Voilà, typiquement, deux couches culottes qui font lever à la main. C'est partie des aspects difficiles de ces postes-là, de ces postes de tri. Ensuite, tout est compacté en balles. Balles d'aluminium, balles de plastique, balles de carton. Si on trie aussi bien ces déchets, c'est parce qu'ils seront vendus comme matière première. Plus la balle est pure, plus elle rapportera d'argent à Paprec.
Ce qui sort de cette chaîne de tri, ce n'est pas un déchet, c'est un produit qui va rentrer dans la composition d'une matière. On parle de pureté, on parle de production, on parle de cahier des charges finalement, comme n'importe quel vocabulaire de production. Et chaque catégorie de balles a son prix. L'aluminium, la matière la plus précieuse, partira à 800 € la tonne. 400 € pour les bouteilles transparentes. Quant au plastique coloré, plus difficile à recycler, on tombe à 150 €. Une fois vendues, ces bouteilles vertes seront transformées en polyester pour fabriquer du textile. Comme des laines polaires, des couettes, voilà, des couvertures, des plaids. En recyclant ce type de bouteilles, en fait, on évite d'aller chercher une matière première à sa source et donc d'épuiser, pour le coup, dans ce cas-là, le pétrole. Et puis on évite aussi de les incinérer et de devoir traiter des produits toxiques issus de l'incinération. Donc on est vraiment dans une logique de développement durable aussi. Hein. Tous ces déchets auront donc une seconde vie. Avec une tonne d'aluminium recyclé, on fabrique des fers à repasser, des vélos ou des canettes. On évite d'extraire 200 tonnes de minerais. Une tonne de bouteilles de lait servira à faire du mobilier de jardin ou des gaines de chantier. 650 litres de pétrole d'économiser. Une tonne de tétrabriques, plus complexe à recycler, finira en papier toilette ou en papier cadeau. On préserve ainsi 2 tonnes de bois. Mais ce recyclage qui préserve l'environnement coûte cher. C'est là tout le problème. Certains déchets qui pourraient être recyclés ne le seront pas, juste pour des raisons financières. Limay, à 40 km de Paris. Dans cette usine, on transforme des bouteilles en plastique qui redonneront des bouteilles. L'usine en avale 400 000 à l'heure. Les bouteilles sont séparées, broyées, lavées encore et encore. Une fois réduites en paillettes, elles sont chauffées à haute température jusqu'à donner une pâte, filtrée de ses dernières impuretés. Au bout du processus, c'est granulés de plastique prêts à être vendus. Ça voilà, c'est notre or bleuté. On appelle ça du RPET pour plastique recyclé, par opposition au plastique vierge issu du pétrole. Celle-ci est une matière qui a les mêmes caractéristiques techniques que la matière vierge, mais qui a déjà subi des transformations. Donc on n'aura jamais la prétention d'être l'égal de la matière vierge. Alors quel est l'intérêt de la vendre, de la commercialiser en fait? Aujourd'hui, on est sur un produit qui se vend aux alentours de 1 000 € la tonne, qui est à comparer avec une matière vierge qui vaut entre 1 100 et 1 150 € la tonne. On est toujours à essayer d'être en dessous de la matière vierge. L'intérêt est financier. La filière du recyclage doit être compétitive. Sébastien Petit-Huguenin est le directeur général adjoint de Paprec. Il garde les yeux rivés sur le cours du pétrole, car s'il veut vendre son plastique recyclé, il faut qu'il soit le moins cher. Un industriel, il peut choisir où j'achète du recyclé, où j'achète de la matière vierge, et à tout moment, il va arbitrer entre les deux pour avoir finalement le meilleur prix. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand le pétrole monte, ça monte. Et du coup, nous, nos matières, elles montent aussi. À l'inverse, quand le pétrole baisse, ils vont se remettre à acheter de la matière vierge. C'est pas moral, mais en même temps, c'est le signe aussi qu'on est dans une industrie qui est pérenne. Puisque les gens ne se mettent pas à acheter du recyclé parce qu'ils ont l'envie de faire le bien dans le monde, ils l'achètent parce qu'ils font des économies en achetant du recyclé. L'usine de Limay produit ainsi 30 000 tonnes par an de ces granulés de plastique. Ses plus gros clients, Evian et Volvic. Ces bouteilles entièrement recyclées, c'est une exception. En France, la plupart des emballages en plastique ne le sont pas, car ce n'est pas rentable de le faire.
il n'y a presque aucun produit qui n'est pas recyclable théoriquement. En laboratoire, on recycle à peu près tout. Mais par contre, à un coût économique supportable, normal, malheureusement, là, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'il y a finalement assez peu de produits qui sont bien recyclables. Là, on est sur un produit qui est extrêmement léger, d'accord ? Ça nous coûterait trop cher de la recycler. Ou en tout cas, une fois qu'on l'aurait recyclée, personne ne serait prêt à payer le prix de la matière polystyrène qui sortirait de notre recyclage. Parce que ça coûterait trop cher par rapport aux alternatives de polystyrène qui vient du pétrole. Trop cher aussi de séparer des matières mélangées. Le souci, c'est qu'il n'existe pas juste un plastique, mais des centaines. Cette barquette de jambon, par exemple, est composée de 4 couches de plastique différents. Là, on comprend bien qu'une épaisseur de quelques microns pour séparer les différents types de plastique, c'est techniquement presque impossible et économiquement totalement aberrant. Du coup, à peine 20% du plastique est recyclé en France. La plupart des emballages plastifiés, des sacs, terminent dans la nature, en décharge ou incinérés. Même chose pour l'aluminium, dont le taux de recyclage plafonne à 30%. Finalement, dans cette filière, ça ne marche bien que pour le verre et l'acier, recyclés à 90%. Dans le monde du recyclage, le défi aujourd'hui, c'est les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils envahissent notre quotidien. Mais à la différence des emballages, ils sont bourrés de produits toxiques. Ils ne doivent absolument pas se retrouver dans la nature. Alors comment les faire disparaître? Un samedi soir au cœur de Paris, un étrange manège a lieu devant une grande salle de concert. Des gens font la queue, jusque-là rien d'étonnant. Sauf que ce soir, ces jeunes Parisiens sont tous venus avec de vieux appareils. Une cafetière, super. Vous avez vos places du coup? Ouais, ok. 2 baladeurs et une lampe. C'est une opération de sensibilisation, la Recycling Party. Pour chaque objet rapporté, une place de concert offerte. Un moyen comme un autre pour faire progresser la collecte de ces déchets. Récepteur TNT. On a reporté 2 PC portables et un clavier. Un clavier. Ouais. Voilà. Et normalement, vous en faites quoi de ces déchets-là? Là, ils sont à la maison depuis des années, donc du coup, c'est l'occasion pour... Moi. Je suis un peu geek, donc... Ça vous arrive de jeter ce genre de déchets dans la poubelle, sinon On est obligé de le dire. Oui, c'est arrivé, ouais. Parce que vous êtes mal informés. Voilà, c'est ça. Exactement, on ne sait pas où les déposer. Voilà. On les met dans les ordures ménagères. En fait, tous ces déchets doivent normalement être rapportés en déchetterie ou sur des points de collecte en magasin. Mais en France, 1/3 seulement finit dans la filière de recyclage. Il y a encore du travail en termes d'information, étant donné qu'on sait qu'en moyenne, une personne a à peu près 20 kilos de déchets d'équipements électriques et électroniques chez soi, et que la filière des 3E en collecte à peu près 7 kilos. Ah. Donc, il y a quelque chose à faire. Il y a un problème. Un problème qui prend une ampleur inquiétante, car ces déchets, on en produit et on en jette de plus en plus. En France, 60 kilos de vieux appareils partent à la poubelle chaque seconde. 2 millions de tonnes par an. Depuis 10 ans, une filière est censée s'en occuper. 2500 centres de démantèlement comme celui-ci ont vu le jour, car dans ces déchets se trouve une richesse insoupçonnée. Nos appareils électroniques regorgent de matériaux précieux. De nos vieilles télés, on récupère le cuivre. De nos frigos, de l'aluminium et de l'acier. Nos poubelles sont en réalité une mine dans laquelle on peut aller puiser à l'infini argent, nickel et même de l'or. Autant de matières premières que nous n'irons pas chercher dans le sol. En Belgique, à Anvers, se trouve la plus grosse usine de récupération des métaux.
Un monstre industriel qui avale chaque année 300 000 tonnes de déchets électroniques venus du monde entier. Il y a encore 5 ans, Umicore était dans l'exploitation minière, une activité qu'ils ont abandonnée pour se consacrer à nos poubelles, plus rentables. Et en particulier aux cartes mères de nos vieux ordinateurs. C'est quoi tout ça? Alors ce qu'on voit ici, c'est une carte mère. Et une carte mère contient typiquement à peu près 20 fois, 30 fois le teneur d'or comparé avec des minerais. Ici par exemple il y a de l'or, mais aussi également dans les contacts qu'on voit ici. Partout en fait, l'or est dispersé, on peut dire, sur les cartes électroniques. Dans une tonne de ces déchets, on extrait 300 grammes d'or, alors qu'une tonne de minerais n'en rapporte que 5 grammes. L'usine récupère aussi du cuivre, de l'argent, du palladium, même dans des résidus de broyage comme ici. C'est dans cette salle ultra sécurisée, derrière cette vitre, que sont fondus chaque jour à très haute température plus de 1000 tonnes de déchets électroniques. Dans cette matière en fusion se trouvent les métaux précieux. L'usine produit ainsi 100 tonnes d'or par an. C'est 1 kilo. 1 kilo d'or pur, c'est l'équivalent de 50 000 portables. C'est la même qualité d'or que l'or primaire. On peut l'utiliser dans les bijoux. De l'or recyclable à l'infini, vendu 30 000 € le kilo. Ça, c'est par exemple 12 kilos d'or pur. Donc ça, c'est lourd. C'est pour faire du sport. Hein. 12 fois 30 000, non, 400 000. 400 000 €. Il y a 10 ans, cet or aurait fini dans une décharge. Aujourd'hui, il rapporte 150 millions d'euros chaque année à Umicore. Si tous ces déchets contiennent des richesses, le problème, c'est qu'on y trouve aussi du poison, des métaux lourds, polluants, des produits toxiques, dangereux pour la santé. Mercure dans les écrans plats, amiante dans les vieux fours, dioxine dans les câbles électriques, arsenic dans les cartes électroniques. Du coup, pour bien recycler, il faut d'abord dépolluer. C'est tout l'enjeu de la filière. Les D3E ne sont pas des déchets comme les autres parce que les D3E sont des déchets potentiellement très polluants. C'est des produits qui utilisent des ressources qui sont dangereuses et qui demandent des démantèlements dans des conditions de sécurité absolues. C'est des filières qui sont très structurées, très strictes et donc chères. Dépolluer coûte très cher. Alors certains industriels feraient l'impasse sur des règles de sécurité élémentaires. Il y a deux paris quand on est un industriel. Est-ce qu'on se dit, je vais essayer de gagner de l'argent le plus longtemps possible, avec des petites marges, mais dans des conditions de sécurité acceptables, ou est-ce que je vais essayer de me faire le plus d'argent possible, dans le temps le plus court possible, en trichant un peu, en rognant sur mes marges, en rognant sur mes coûts, et en récupérant tous les produits à valeur ajoutée. C'est ça le vrai risque intrinsèque. Il existe un secteur où les dérives sont flagrantes, celui du recyclage des tubes cathodiques. Cette filière est née il y a quelques années quand on a commencé à jeter nos vieux postes de télé, détrônés par les écrans plats. Un déchet dangereux qui doit être recyclé dans des conditions strictes. Car le tube cathodique est constitué de verre contenant du plomb et du barium, deux métaux lourds extrêmement nocifs pour la santé. À l'intérieur se trouve une poudre luminescente encore plus toxique. Le recyclage de ces tubes cathodiques attire un certain nombre d'entreprises sans expérience dans le domaine. Montluçon, ancien bassin industriel rongé par le chômage. Ici, les usines ferment les unes après les autres, sauf celle-ci qui recycle entre autres nos vieilles télévisions. Environnement Recycling se présente comme l'entreprise idéale.
Dans son film institutionnel, on découvre une société à la pointe de la technologie. 38 000 tonnes de D3E recyclées chaque année. Ici, tout est propre. Tout semble être fait selon les règles de l'art. Marc a travaillé dans cette usine pendant 2 ans. Selon lui, sa santé a été mise en danger. Aujourd'hui au chômage, il témoigne un visage caché, par peur de ne pas retrouver d'emploi dans la région. Il veut nous montrer les images des conditions de travail qu'il endurait à l'époque en 2013. Il était à l'atelier de broyage des tubes cathodiques. Voilà, comme vous pouvez voir sur la vidéo, ça c'était monnaie courante tous les jours. C'est que de la poussière là, comme vous pouvez voir. Comme de la farine par terre. Vous voyez, il est arrivé des fois, on ne se voyait pas 2 mètres. Je mettais ma main et on ne me voyait pas. Cette poudre épaisse, c'est la poussière de verre issue du broyage des tubes cathodiques, chargée en plomb et en barium, ces 2 métaux lourds toxiques. Mais à l'époque, Marc ne s'en rendait pas compte. On ne sait pas avec quoi on travaille, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, puisqu'on n'est pas informé. On prend son poste et on suit les autres, on suit le mouvement, quoi. Ça me fait même bizarre de voir ces vidéos, là, c'est impressionnant. À l'époque, la poudre de verre censée être confinée s'échappe du broyeur. Le système d'aération est défaillant. Rapidement, les salariés ressentent des symptômes inquiétants. On avait constamment ce goût métallique dans la bouche. Tout le temps. Mal de crâne, vertige, saignement de nez. Tout le temps fatigué. Au bout de quelques mois, Marc tombe malade. Il se retrouve hospitalisé 8 jours. Diagnostic, une infection pulmonaire. Et ça, c'est dû à la poussière, vous pensez? Bien sûr, puisque j'en ai inhalé tout le temps. Pour moi, personnellement, ils font le fric qu'ils ont à faire. Ils s'en foutent de la santé des gars qui travaillent. Des militants de la CGT dénoncent ces conditions de travail. Ça va les camarades? Il y a du monde, c'est bien. Ce jour-là, ils tractent devant l'usine. Bonjour, prenez le temps de lire ce qu'on écrit, vous verrez que contrairement à ce qui peut être dit, on n'est pas là pour mettre en danger vos emplois, mais préserver votre santé. Petit tract d'information, non? Le but aussi de nos actions, c'est obtenir réparation pour tous ces salariés qui ont mis en danger leur santé, mais aussi travailler pour que ceux qui vont venir travailler dans les mois et les années qui viennent ne mettent plus leur santé en péril. Une poignée d'anciens salariés a déjà porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors ça, c'est l'arrivée des tubes cathodiques qui montent dans le broyeur. Dans leur combat, ils sont aidés par Gérard Barra, médecin du travail à la retraite. Il assure le suivi médical des anciens salariés. Il y a 2 ans, il fait analyser un échantillon de cette poussière prélevée en cachette dans l'atelier. Donc en premier, on est à 23% de plomb, à 18% de silicium, mais très probablement une grosse proportion de silice. La silice, un cancérigène reconnu. Le plomb, responsable du saturnisme, mais aussi de l'antimoine, proche de l'arsenic. En tout, 28 substances différentes, dont 6 ont des effets toxiques notoires. Et le plomb, ça se stocke dans les os. Je le dis souvent, c'est une bombe à retardement. Parce que le plomb va se déstocker au niveau des os au bout de 15 ans, 20 ans, 30 ans, soit parce que les gens ont été malades, soit parce que les gens ont eu une fracture ou en vieillissant avec l'ostéoporose. Et là, le plomb va être relargué dans l'organisme et va toucher le système nerveux et les reins, voire même le cœur. De la poussière par terre. Chez certains ouvriers, le taux de plombémie était 4 fois plus élevé que la normale. Et selon des salariés, rien n'aurait changé depuis. Ce jour-là, les militants de la CGT reçoivent des travailleurs de l'usine. Ils se plaignent de voir encore de la poussière de verre dans l'atelier. Qu'est-ce que vous pourriez dire des conditions dans lesquelles vous travaillez en ce moment Toujours aussi poussiéreuse. Enfin, des fois, on ne se voit pas aussi par rapport au pulvé. Le pulvérisateur. Ouais, exactement. Ça arrive qu'il bourre en fait. C'est la balance qui intervient et qui va débourrer quoi. Mais bon,
Ils prennent ça à la main, ils jettent tout en bas par terre, quoi. Et ça fait un nuage de fumée. Ça arrive souvent, ça? Ouais, très régulièrement. Dans les coins, au minimum, c'est jusqu'aux chevilles, et dans les angles, c'est jusqu'à la taille parfois. Et on doit y aller à la pelle. Et vous allez à la pelle, comme ça? À la pelle, au balai, à la pelle. Après avoir entendu ces témoignages, je décide de contacter les dirigeants d'Environnement Recycling. Ils ont accepté de m'ouvrir leurs portes pour, disent-ils, me montrer leurs bonnes pratiques. Ces deux patrons se sont lancés dans le recyclage il y a quelques années. L'un était dans l'événementiel, l'autre animateur à la radio. Ce monsieur, il doit faire attention à quoi? Alors, il doit faire attention à conserver le tube de manière intègre. C'est-à-dire ne pas le casser? De ne pas le casser, voilà, effectivement, parce que là, on pourrait libérer les poudres qui sont à l'intérieur. Dans ces tubes cathodiques se trouve en effet cette poudre luminescente très toxique qu'il faut absolument garder confinée. Pourtant, quelques mètres plus loin, je découvre des dizaines de tubes cassés recouverts de poudre. Parce que je pensais qu'ils n'étaient pas cassés avant d'être broyés. Ce qui se passe, c'est que il arrive de déchetteries déjà cassées. Mais là, la poudre, elle est encore là. Oui, ben, tant que le tube est ici, elle est encore à l'intérieur. Et si c'est cassé, c'est pas dangereux? Effectivement, oui, ça peut avoir une dangerosité. C'est sensible, effectivement. C'est pour ça que les opérateurs sont équipés de masques pour les protéger. Et ça suffit pour pas respirer? Il semblerait que ça suffit. Ils m'emmènent ensuite dans le fameux atelier où se fait le broyage des tubes cathodiques, là où les ouvriers avaient filmé en 2013. Il aura fallu attendre 1 an avant que les patrons n'investissent dans une nouvelle aération censée résoudre tous les problèmes. Ce jour-là, effectivement, pas de poussière, pas de brouillard, et pour cause. Donc la machine est à l'arrêt parce que c'est la pause du poste, voilà. Mais pour vous dire, aujourd'hui, on a traité à peu près 50 tonnes depuis ce matin de tubes cathodiques. Vous voyez l'ambiance de la pièce, quoi. Quand est-ce qu'elle reprend la machine, qu'on voit un peu comment ça se passe? Bah, normalement à la fin de la pause, à moins qu'il y ait un problème technique. Ah bah il y a peut-être un problème technique alors. On va se renseigner. Aujourd'hui, la machine est en panne. Je ne verrai pas le broyeur en action. Je décide alors de montrer au patron les images filmées en 2013 par les salariés. Bon là vous êtes d'accord quand même que cette poussière qui sort, c'est quand même inquiétant. Après je pense que c'est des images effectivement qui peuvent être choquantes, on va dire, quand elles sont sorties de leur contexte. Parce que là on est vraiment sur un défaut machine, quoi. Les deux patrons avouent effectivement qu'il y a eu un problème. Pour eux, c'est dû à une installation défectueuse. L'activité a démarré de manière industrielle en début avril 2012. Avec une aspiration collective. Avec une aspiration collective qui a été vendue par le fabricant de la machine et qui s'est avérée légère, on va dire. Pas efficace. Pas efficace, oui, non mais. Vous le reconnaissez? Ah oui, ben on le reconnaît tout à fait. Mais seulement il fallait démarrer le traitement pour s'en apercevoir. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui commencer une activité industrielle sans que tout soit contrôlé, autorisé et vérifié au préalable? Parce que vous le dites vous-même, on commence une activité industrielle qui n'existait pas, qui n'avait pas de précédent. Donc finalement, vous, comme les salariés, vous avez un peu essuyé les plâtres? Effectivement, on essuie les plâtres, oui. Une filière neuve, des industriels mal préparés et finalement des ouvriers qui trinquent. Depuis que la CGT a déposé plainte, une enquête est en cours. Les patrons d'Environnement Recycling, eux, ont attaqué les syndicalistes pour diffamation. Annie Thébomoni, chercheuse en santé publique, soutient le combat des travailleurs de Montluçon, contaminés au plomb. Il y a 30 ans, elle était une des premières à alerter sur l'amiante. Elle voit dans la filière du recyclage le prochain scandale sanitaire. La problématique du plomb est identique avec l'amiante. Mais c'est la même chose. Du point de vue de la toxicité,
Il n'y a pas de doute qu'on est en présence d'un toxique majeur et pour lequel les précautions devraient être absolues. Selon elle, le grand problème, c'est que tous ces vieux appareils qui contiennent des polluants différents sont broyés et mélangés au moment du recyclage, ce qui potentialise les risques d'intoxication. Tous ces risques se retrouvent dans la filière déchets et se retrouvent à des niveaux de concentration pour les salariés qui sont sans commune mesure avec ce qui est toléré dans chacune des filières de production séparément. Et du coup, le drame, c'est que là où on devrait prendre encore plus de précautions, on en prend 1000 fois moins. Cette filière du recyclage peut être dangereuse pour les salariés, mais aussi pour l'environnement. C'est là toute l'absurdité. Recycler peut conduire à polluer la nature, alors que c'est censé être un geste écologique. À quelques kilomètres du Mans, un site abandonné. Des montagnes de restes de tubes cathodiques, d'écrans d'ordinateur. Cette usine a fermé en mars 2014, laissant derrière elle 24 000 tonnes de verre, l'équivalent d'1 an de production. Une partie n'a pas été dépolluée. Camille Lecomte, militante écologiste, découvre les lieux. Elle est atterrée. Oh, c'est fou tout ce qu'il y a. Du verre cassé, il reste les écrans d'ordinateur. Encore là-bas, c'est éventré. On voit bien que tout est mélangé. Là, on va retrouver des très très gros bouts de verre. On a de la poudre, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est vraiment impressionnant. Il pleut dessus. Ça... Vous semblez affligé. Plutôt. Cette entreprise MBM a fermé ses portes quand la préfecture a découvert qu'elle broyait des écrans non dépollués à même le sol, avec une pelleteuse. Pour Camille, la société a été confrontée à une arrivée massive d'écrans et n'a plus réussi à vendre le verre broyé. Avant, nos tubes cathodiques, ils étaient recyclés et la matière servait à refaire des tubes cathodiques. Et comme nos télés ont changé de technologie, maintenant on est passé aux écrans plats, on n'a plus besoin de cette matière et il n'y a aucune industrie qui a été tentée de réintégrer ces matières. Alors, les tonnes de verre s'entassent, l'entreprise travaille à perte et décide d'arrêter de dépolluer. Pour la militante, cette situation est symptomatique d'une filière insuffisamment encadrée. Ce qui s'est passé là pourrait se passer demain pour d'autres déchets dangereux. Ma peur, c'est que dans 10 ans, on revienne ici et que ce soit plus des écrans de télé ou d'ordinateur, mais des écrans de tablettes, de smartphones, et qui, comme elles sont tactiles, contiennent encore plus de métaux et de substances toxiques. Une analyse sur une possible pollution des sols est en cours. Il faudra à l'État 2 ans pour retraiter ce verre de tube cathodique. Des sites comme celui-ci où des déchets polluants sont à l'abandon, il y en aurait plus de 200 en France. Certains industriels auraient des pratiques encore plus scandaleuses. Par appât du gain, ils ne recycleraient pas et préféreraient enfouir leurs déchets. Nonan-le-Pin, dans l'Orne. Juillet 2014. En pleine campagne, un campement de fortune. Ici, une centaine de citoyens tiennent tête à la 2e plus grosse entreprise de recyclage en France. Ils bloquent l'accès à son site depuis 8 mois. C'est tout à fait exceptionnel. Jamais un site industriel n'a été bloqué pendant aussi longtemps. De toute façon, on vient tous pour la même chose. C'est quoi? En GDE dehors. Donc ça, c'est clair. On les appelle les anti-GDE, du nom de l'entreprise qu'ils combattent. GDE, Guy Dauphin Environnement.
À sa tête, une famille de ferrailleurs qui a fait fortune avec le recyclage des métaux. Aujourd'hui, la société compte 80 sites en France. Sa spécialité, le recyclage des voitures. 800 000 véhicules broyés par an. À Nonant, les anti-GDE veulent faire capoter son dernier projet en date. Une méga décharge de 40 hectares. On la voit ici, sur ces images filmées par les militants, prête à accueillir 150 000 tonnes de déchets par an. Notamment des restes d'automobiles censés être sans danger pour l'environnement et les riverains. Mais en octobre 2013, dès l'ouverture du site, les militants filment les premiers camions qui déversent les déchets. 1400 tonnes en 48 heures. Et ils y découvrent alors des matériaux qui n'ont rien à faire là. Noël Sandoz habite juste à côté de la décharge. Quand vous vous approchiez de ce tas de déchets, il était pratiquement recouvert de pneumatiques. C'est ça qui nous a interpellés en premier. On a trouvé du matériel électrique qui n'aurait pas dû y être, puisque GDE nous a bien dit que c'était des rebuts de broyage automobile. Donc visiblement, ça nous a tout de suite prouvé qu'ils passaient les voitures en entier dans les broyeurs et qu'ils nous amenaient les déchets de broyage sans les retrier. Or, recycler une voiture, c'est d'abord la dépolluer. Et ça, c'est coûteux. Il faut retirer les pneus, vidanger les huiles et carburants très polluants, ôter le moteur et la batterie qui contient du plomb. La carcasse vide est alors broyée, le métal trié, recyclé. Au final, il ne devrait rester que ces débris, inoffensifs. Mais à Nonant, dans ces rebuts de broyage automobile, les militants découvrent des pneus. Si ça prend feu, c'est impossible à éteindre et ça peut polluer toute une région sur plusieurs dizaines de kilomètres. Parce qu'il y aura des fumées toxiques qui transporteront des gaz toxiques, des métaux lourds, et c'est ça qu'on veut nous mettre ici chez nous. C'est pas possible. C'est pour cela que Noël et les autres ont commencé le blocus. Et avec ces photos, les militants ont attaqué GDE au tribunal pour demander la fermeture du site. Maître Alexandre Faro est l'avocat des anti-GDE. Pour lui, ce qui est anormal, c'est que cette entreprise contrôle toute la chaîne de recyclage des voitures. Dépollution, broyage et enfouissement. On ne voulait pas que la même société s'occupe de dépolluer et d'enfouir. Parce que celui qui enfouit, et c'est prévu par la loi, il est censé exercer un contrôle sur les matières qu'il reçoit. Et si les matières qu'il reçoit sont illégales, il est censé les renvoyer en fait à l'expéditeur. Mais là, comme c'est la même société, vous imaginez bien, ils ne le feront pas. Ça, c'est la tendance de ces grandes entreprises, c'est Oui. de maîtriser la filière de A à Z. Oui, absolument. Et ça, ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Le pire, c'est que GDE n'en est pas à son coup d'essai. L'entreprise aurait déjà enfoui des déchets pollués par mesure d'économie. La plus grande décharge sauvage de déchets de résidus automobiles jamais découverte. Novembre 2008, des défenseurs de l'environnement révèlent l'enfouissement de près de 40 000 tonnes de résidus de broyage. Ce sont des têtes de cabochon de batterie. Ça veut dire qu'ils ont broyé les batteries en l'état à l'époque. C'est René Hamel, un consultant spécialiste des déchets, qui avait révélé ces pratiques illégales. Nous retournons avec lui sur ce site, dans le Calvados. On va voir le site de là-haut. C'est tout ça, le site de stockage de déchets, oui. Jusqu'aux arbres là-bas. Ah, donc ça comblait. Ça comblait tout ça, oui. Il en faut beaucoup pour faire 46 000 tonnes. À l'époque, GDE a fait passer ses rebuts automobiles pour des gravats. L'entreprise a payé le propriétaire du terrain pour les déposer ici, au lieu de les confier à des décharges spécialisées qui, elles, demandent beaucoup d'argent pour les stocker. Ils ont déposé leurs déchets ici à 1,50 €, 0,50 à 1,50 € la tonne, s'affranchissant de les traiter dans les installations classées dédiées où ça leur aurait coûté entre 40 et 50 € la tonne. Ouais, c'était le but, c'est pourquoi ils l'ont fait. Exactement, oui.
Mais ils ne l'ont pas fait que là, ils l'ont fait. On évalue à plus de 150 000 tonnes les dépôts sauvages qui ont été faits dans le Calvados. Plus de 150 000 tonnes enfouies sur des sites différents. Ce serait 6 millions d'euros d'économie pour GDE. Ici, à Versainville, la société a accepté de nettoyer le site et retirer les 46 000 tonnes de déchets pollués. L'entreprise n'a jamais été condamnée pour ces enfouissements. Prescription. J'ai contacté les dirigeants de GDE. Ils ont décliné ma demande d'interview. À Nonon, le blocus a été levé par les forces de l'ordre, mais plusieurs procédures sont toujours en cours pour empêcher la décharge d'ouvrir. Les pouvoirs publics semblent peu regardants sur ces filières de recyclage. Il n'y a en France qu'un contrôleur d'État pour 400 entreprises. Pour Maître Faraud, cet aveuglement serait volontaire. Il faut savoir qu'on est dans un domaine particulier. C'est le domaine du déchet. Ce qui est sale, ce qu'on ne veut pas voir par définition, ce qu'on voudrait voir enfouir. Et donc il y a une notion aussi de service public derrière tout ça. C'est-à-dire que l'administration, ça l'arrange bien qu'une société s'occupe de ce sale boulot, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire de faire disparaître les déchets. C'est-à-dire on se débarrasse de nos poubelles, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà, oui. Et comme on se débarrasse de nos poubelles, ce qui nous fait bien plaisir, la contrepartie, c'est qu'on n'est pas très regardant sur la manière dont on nous en débarrasse. Chaque seconde, on jette en France 28 tonnes d'ordures. Je réalise au terme de mon enquête que le recyclage ne pourra jamais absorber ce raz-de-marée. Je me pose alors une question. Ne faut-il pas revenir à la source? Réduire les emballages, les réutiliser, faire réparer nos appareils électroménagers pour lutter contre l'obsolescence. Bref, avant de faire ce geste, réfléchissez. Eh bien non, pas du tout. Aussi étrange que cela paraisse, ces produits-là ne seront pas forcément recyclés. Le point vert, ça veut juste dire que des industriels ont mis la main au porte-monnaie. En 1991, Brice Lalonde, alors ministre de l'Environnement, lance avec une poignée de grands patrons la première filière de recyclage. Éco-emballage. A priori, le principe est simple. Ceux qui produisent des déchets paieront pour les recycler. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que les industriels, enfin, acceptent de payer. Ils disent, ok, c'est vrai, c'est nous qui mettons les emballages sur le marché, et bien nous allons payer pour les récupérer. Bon, en réalité, c'est surtout le consommateur qui paie. Quand nous achetons un emballage, une partie du prix que nous payons, environ 1 centime d'euro, est reversée par les industriels à Éco-emballage. Ensuite, Éco-emballage redistribue cet argent aux collectivités locales afin de les aider à financer le recyclage de ces déchets. Ça veut dire ça, le point vert. Pas que les produits seront recyclés. Ce malentendu. Bienvenue au Far West du recyclage. La première filière du recyclage est née il y a plus de 20 ans, c'est celle des emballages. Son emblème, c'est ce petit point vert. Et on le voit partout, même à la télé. C'est cela, l'effet papillon.
Éco-emballage, le petit point vert aux grands effets. On nous le promet, le recyclage va sauver la planète. Et pourquoi faire? Pour être recyclé, pardi! Mais en réalité, cette filière est loin d'être exemplaire. Premier problème, le point vert justement. Personne ne comprend vraiment ce qu'il veut dire. Pour vous, le point vert, ça veut dire quoi? C'est recyclable. Le point vert, bah, c'est pour le tri sélectif. Hein. Je suppose, pensez au tri. Hein. Quand c'est recyclable, faut trier. Que donc il faut le mettre dans la poubelle jaune. Dans la poubelle jaune. C'est ce que vous faites? Oui. Avec tous les points verts? Ah oui, oui. Alors j'ai décidé d'enquêter. Je me suis rendu compte d'une chose. La France est une sacrée mauvaise élève. On ne recycle que 39% de nos déchets contre 60% pour nos voisins allemands et autrichiens. Le recyclage est un monde opaque, une filière peu contrôlée. C'est un business complexe dans lequel certains industriels s'engouffrent à la légère. Le drame, c'est que là où on devrait prendre encore plus de précautions, on en prend 1000 fois moins. Pourtant, tout part d'une bonne intention. Limiter la pollution, préserver nos ressources naturelles. L'aberration, c'est que cette filière du recyclage est parfois un désastre pour l'environnement. C'est fou tout ce qu'il y a. Du verre cassé, il reste les écrans d'ordinateur. Encore là-bas, c'est éventré. Si ça prend feu, c'est impossible à éteindre et ça peut polluer toute une région sur plusieurs dizaines de kilomètres. Pire, les ratés du recyclage peuvent être un poison pour l'homme. On avait constamment ce goût métallique dans la bouche. Tout le temps. Mal de crâne, vertige, saignement de nez. Tout le temps fatigué. Comme des millions de personnes sur Terre, il y a un geste que je fais tous les jours, sans même y penser. Jeter. Toute la journée, j'ouvre la poubelle, je jette et j'oublie. Enfant, je me rappelle, il n'y avait qu'une poubelle et on y mettait tout. À l'époque, on ne se préoccupait pas de savoir où allaient les ordures, ni de ce qu'on en faisait. On jetait. Ça finissait enterré dans une décharge ou incinéré. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a le recyclage. Comme beaucoup de Français, devant mes 3 poubelles, je prends le temps de trier. Enfin, j'essaie. Les ordures ménagères, c'est la poubelle verte. La jaune, c'est pour les emballages. Et puis, il y a le bac du verre. Mais en réalité, tout n'est pas si simple. Ça peut vite devenir un véritable casse-tête. Le plastique, j'en fais quoi? Et ça, recyclable ou pas? Autour de ce logo exaspère Nicolas Garnier. Il est à la tête d'une association qui regroupe la moitié des collectivités françaises. Ce qui le révolte, c'est que dans ce rayon, à peine 20% des emballages se recyclent, alors qu'ils ont tous un point vert. Cet emballage-là est en carton, il se recycle. Par contre, quand on rentre à l'intérieur, alors là c'est plus compliqué. Ni l'opercule, ni le pot de yaourt ne se recycle aujourd'hui. Ces pots termineront effectivement dans la poubelle du non recyclable. Et sur qui ça retombe? Le consommateur. Ça crée une confusion qui coûte très cher. Ce pot ne se recyclera pas. Il va donc partir vers un centre d'enfouissement ou un centre d'incinération avec valorisation énergétique généralement, qui sera payé par qui? Par les impôts locaux. Donc ça veut dire que le consommateur va payer 2 fois. Une fois parce qu'il paye le point vert et une deuxième fois sur sa feuille d'impôt parce que ce produit ne se recycle pas. Ça pose quand même question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, côté emballage, voilà ce qui se recycle. Le verre, le carton, les canettes, les conserves, les tétrabriques et dans le plastique, seulement les bouteilles. Alors, pour rendre les choses plus claires, Nicolas Garnier a lancé un autre logo, le Triman. Il n'apparaîtrait que